Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode du 11 parfait pour le PSG cette saison avec un chantier énorme, celui qui va sûrement le plus diviser au sein des supporters et qui va donner beaucoup de maux de tête à Mauricio Pochettino, celui sur lequel on peut aussi avoir des regrets vis-à-vis du dernier mercato qui a été stratosphérique, on ne le remet pas en cause évidemment, mais on peut quand même regretter certains départs qui n'ont pas eu lieu et aussi pourquoi pas l'arrivée de classe mondiale avec en exemple parfait Paul Pogba qui était travaillé à ce poste-là à un moment donné de l'été. Au final, ça n'a pas eu lieu et bien sûr je fais référence au milieu de terrain. On se retrouve pour cette vidéo dans laquelle on va essayer de créer les meilleures complémentarités possibles entre les joueurs avec un idéal de compensation parce que cette attaque phénoménale ne va pas beaucoup se replier. Lionel Messi en est l'exemple parfait, il y a aussi Kylian Mbappé bien évidemment, Neymar qui ne défend que dans les grands rendez-vous, c'est déjà bien sûr, mais derrière il va évidemment falloir beaucoup de densité, de contre-pressing, faire le lien aussi entre la défense et l'attaque, de la compensation aussi au niveau du couloir, d'Achraf Hakimi qui le prend beaucoup. Bref, il y a beaucoup de points sur lesquels on va revenir et avant de commencer cette vidéo, on se retrouve non pas pour un placement de produit, mais pour un concours en partenariat avec Flux Parisien, merci à lui. Parce que si aujourd'hui on vous fait gagner tout simplement, l'un d'entre vous va gagner un maillot floqué Lionel Messi 30, officiel, authentique, à la taille du choix du gagnant. C'est grâce à Flux Parisien, les conditions sont très simples, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la sienne qui est dans la description. À la sienne d'abord, sa chaîne qui est aussi un gros projet qu'il lance, ça permet aussi de lui donner un peu de visibilité parce que je trouve que 1 c'est original et 2 ça s'inscrit parfaitement dans les tendances en fait actuelles au niveau de la communauté PSG puisque c'est un projet de valorisation des jeunes par le biais de replays entiers des matchs des U17, U19 et aussi vous aurez le droit à quelques podcasts bilan pour en savoir plus sur la jeunesse du PSG qui n'est pas forcément mise en avant par le club et aussi dans la communauté. Beaucoup parlent des jeunes, Xavi Simons et tout ça, mais de toute façon je prévois de faire une vidéo là-dessus, sans regarder les matchs en fait, tout simplement parce qu'on n'y a pas forcément accès très facilement. Donc voilà, sur sa chaîne vous retrouverez beaucoup de choses sur les jeunes, je vous laisse aller faire un petit tour par vous-même, vous vous y abonnez, vous vous abonnez à la mienne, vous mettez un petit commentaire avec votre taille bien évidemment et on sélectionnera un des commentaires qui sera le regagnant. Ça y est, on va pouvoir commencer cette vidéo 11 parfait. J'espère que ce petit concours vous fera plaisir. Et aussi, je voudrais signaler que sur Instagram, on va vous faire gagner, les liens sont en description, 3 écharpes Lionel Messi. Voilà. Allez, on va commencer ce 11 parfait avec un petit état des lieux des profils. Je voudrais commencer justement par les jeunes. Commencer, c'est un grand mot puisque justement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je prévois de faire une vidéo sur Xavi Simons, Edouard Michu, leur gestion qui peut évidemment inquiéter et ouvrir pas mal de débats. Alors sur leur niveau, parce que c'est vrai qu'il y a certains jeunes qu'on a vus en préparation et dont on a identifié quelques petits problèmes. Il y en a qui n'ont tout simplement pas les épaules pour entrer dans la rotation, avoir un rôle au PSG. Et puis aussi au niveau de la politique de valorisation de ces mêmes jeunes par Mauricio Pochettino, qui n'est quand même pas tendre avec eux. Mais voilà, dans tous les cas, je pense pas que s'éterniser sur les jeunes dans une vidéo 11 parfait pour cette saison, c'est l'idéal, parce que ça sera probablement pas leur saison. Mais dans tous les cas, je vais leur consacrer une vidéo entière parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. J'ai développé 2-3 petits axes qui pourront construire une vidéo assez conséquente. Voilà, on enchaîne avec les profils. Danilo Pereira, donc l'option d'achat qui s'est levée automatiquement, c'était prévu, 16 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 4 millions du prêt payant en 2020. Alors c'est un profil qui est singulier, c'est sûrement la première des qualités, le premier des bons points avec Danilo Pereira. Dans l'effectif, c'est vrai que t'en as pas deux des comme lui, c'est-à-dire grand, très solide, un rock évidemment au duel et aussi polyvalent parce que capable de dépanner en défense centrale, quoique cette saison c'est quand même bien renforcé à ce poste-là et surtout il y a Kehrer qui revient très bien, qui joue à ce poste d'abord et puis Abdou Diallo avec l'arrivée de Nuno Mendes et le retour de Juan Bernat, on l'espère, va retrouver ce poste de défenseur central. Donc Danilo, on compte au milieu de terrain bien évidemment. Rafinha qui aurait pu partir mais qui n'a pas voulu. Visiblement, voilà, ce serait lui qui aurait un petit peu bloqué son départ. Il se retrouve au PSG. Rafinha qu'on a un petit peu quand même surcoté au début de son aventure l'année dernière. C'est vrai qu'il faisait de bonnes prestations mais on sentait très bien qu'il allait jamais s'imposer au PSG, qu'il allait jamais faire l'unanimité. D'abord parce qu'au niveau du coffre, il est incapable de tenir plus d'une heure et lui, il n'a pas les soucis de cigarette de Marco Verratti et bien sûr, il n'a pas tout son talent. Marco Verratti justement, qui est le métronome de ce milieu de terrain, celui qui a sa place évidemment garantie lorsqu'il est sur le terrain bien sûr. Je le disais avant le mercato, pour moi le souci, alors avec Verratti évidemment, l'hygiène de vie reviendra toujours sur la table,
Mais pour moi, la première des solutions à ça, c'est pas de le vendre, voilà, c'est pas de lui tirer les cheveux, c'est pas de lui botter le cul, mais de lui installer voilà, une concurrence forte et saine. En termes évidemment de profil et puis de niveau, parce que c'est vrai que lorsqu'il va se blesser, le PSG ressent plus que tout son ultra dépendance vis-à-vis du petit hibou, et du coup ça le met dans un fauteuil, qui fait que dès qu'il revient, il retrouve sa place directement. Voilà. Le petit point fort aussi de Marco Verratti à signaler, ça on ne cessera de le répéter, là-dessus, il est très très fort. On a beau dire, Marco Verratti met peut-être plus de temps que n'importe qui à se remettre d'une blessure, peut-être aussi qu'il se blesse tout simplement beaucoup et qu'il a sa responsabilité là-dedans, notamment au niveau de l'hygiène de vie, mais j'aimerais quand même signaler que la plupart de ces blessures sont des coups aussi, mais la réalité, c'est que lorsqu'il revient sur le terrain, il se hisse à son meilleur niveau plus rapidement en fait que n'importe quel autre joueur. À la différence de Neymar par exemple, pour qui il faut un temps d'adaptation, plusieurs matchs durant lesquels il y a un petit manque de lucidité, voilà, un manque d'efficacité aussi. Verratti non, il n'est pas du tout de cette trempe. Dès qu'il est sur le terrain, blessure ou pas, il est vraiment à son meilleur niveau. Paredes, qui est un profil très singulier bien évidemment, recruté pour 50 millions d'euros, qui s'était trouvé une super régularité, une super forme sous Mauricio Pochettino, je pense carrément sa forme au PSG, sa plus grande forme, voilà, durant l'arrivée de Pochettino tout simplement. Dans cette espèce de 4-4-2, il avait aussi profité du repositionnement de Marco Verratti et puis Idrissa Gueye, voilà, qui a entamé une montée en puissance vers la fin de l'époque Thomas Tuchel et qui l'a continué tout simplement avec Mauricio Pochettino. Cette saison, il est très très bon, excellent début de saison à signaler pour Idrissa Gueye, très régulier. Après les gros matchs référence évidemment, le Bayern Munich qu'il a sorti, voilà, le quart de finale, la double confrontation qu'il sort. Bien sûr, il y a cette expulsion contre Manchester City, mais je dirais que c'est peut-être le défaut d'Idrissa Gueye dans les grands matchs, c'est qu'il joue souvent avec le feu au niveau de l'intensité. C'est quelqu'un qui, bien sûr, on ne peut pas lui reprocher de mettre le pied et tout ça, puisqu'on a trop longtemps cherché ce genre de milieu au PSG. C'est vrai que voilà, il arrive à mettre beaucoup de densité au milieu de terrain, par son volume de course, son volume de jeu, au duel. Il fait mal à l'adversaire, il arrive à bien s'imposer lorsqu'il est dans un bon soir, mais c'est vrai que des fois il flirte avec l'expulsion, il prend des jaunes et il est souvent pas loin du deuxième, donc on pourrait lui reprocher ça. Et puis Wijnaldum qui est arrivé tranquillement mais sûrement, libre de tout contrat en provenance de Liverpool, ce qui n'est pas rien évidemment, qui peut évidemment avoir son rôle à jouer. Alors ses débuts, on va pas le juger bien sûr, on attend de voir ce que Pochettino veut de lui, parce que c'est pareil, ça c'est une autre dimension à prendre en compte. On parle du milieu de terrain, on parle de ce 11 parfait, super, je vous fais mes vidéos, mais c'est très subjectif. Parce que Pochettino, on ne sait rien de ce qu'il veut faire. On n'arrive pas à dégager une tendance. D'abord parce qu'il ne s'exprime pas, ses conférences de presse. Personnellement, je les regarde plus. Je les ai regardées à un moment, ça a duré 2 mois. Mais quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien à tirer, que tout était plat et que voilà, sa communication était maîtrisée de A à Z. Alors peut-être que c'est pas plus mal, mais dans tous les cas, le mec, tactiquement, t'arrives pas à le cerner. Peut-être que ça cache d'énormes masterclass à venir en Ligue des Champions, et on le souhaite. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dégager de tendance très claire au niveau du style de jeu, au niveau des ambitions tactiques de Mauricio Pochettino. Et pour moi, c'est la réalité. Donc voilà, Wijnaldum, à qui il faudrait peut-être plus de clarté au niveau de son rôle, et puis plus d'automatisme avec ses joueurs, ou alors tout simplement se rôder physiquement, parce qu'il revient quand même d'une saison qui l'a pas mal émoussé. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors, dernièrement, j'aimerais ouvrir aussi sur autre chose, au milieu de terrain. Ça, c'est la question que je vous pose, répondez-y en commentaire parce que je trouve que c'est assez intéressant. Est-ce que vous mettez Messi au milieu de terrain, sachant que lui-même le dit, son jeu a évolué, c'est plus l'ailier virevoltant qui est capable d'avoir une grosse pointe de vitesse, d'enchaîner les courses, de se retrouver dans le dernier tiers du terrain très rapidement, de porter le ballon évidemment, un joueur plus rapide avec la balle que sans. Aujourd'hui, il a bien évolué là-dessus. Et il est plus ce genre de joueur qui axe son jeu sur la distribution, la passe et moins le danger dans le dernier tiers du terrain, même si bien sûr il garde toutes ses qualités de finisseur qui vont faire beaucoup de bien au PSG. Ça, c'est une dimension que je voulais mettre en avant dans une vidéo. Lionel Messi est un finisseur, bon, il sait tout faire, bien sûr, il est très fort partout. Mais je pense que voilà, sa finition, son sang-froid aussi dans la surface, le fait qu'il soit très agile, capable d'utiliser toutes les surfaces du corps pour marquer et tromper le gardien, ça va faire beaucoup de bien au PSG. Et dans un second temps, alors pas plus tard que cette nuit, il a mis un but, enfin un triplé, dont un but absolument fantastique hors de la surface.
Et bien sûr, ça compte aussi pour le PSG, puisqu'on sait que pas grand monde tente. Kylian Mbappé, c'est pas quelqu'un qui va tenter une frappe hors surface. Neymar, quand il tire au but, il perd en efficacité et en lucidité ces dernières années. Au milieu de terrain, Paredes tente sans grande réussite, puisqu'il a vraiment pas beaucoup marqué au PSG, mais certes il tente. Gay, je crois aussi, tente beaucoup. C'est vrai qu'on a fait de Paredes cette fameuse réputation de canonnier, à l'entrée de la surface. La réalité, c'est que je crois que Gay a marqué autant, voire plus de buts dans ce registre que Paredes. Il y a aussi Ander Herrera qui tente, mais dans tous les cas, le fait ici, voilà, la réalité, c'est que c'est pas assez. Lionel Messi va faire beaucoup de bien par les frappes qu'il tente en entrée de surface, et personnellement, je le compte quand même au milieu de terrain. Alors, il ne va pas être évidemment dans mon milieu de terrain, qui sera un milieu à 3. Sachez que je pars quand même sur un 4-3-3. Les grosses attaques à 4, c'est pas que ça me fait pas rêver. Bien sûr que j'ai envie de voir un football virevoltant au PSG, et surtout, c'est l'identité du PSG, tout simplement. Il faut que ça brille, il faut que ça y aille dans tous les sens. Mais je trouve quand même qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte. On a des latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui vont beaucoup monter, et on peut pas leur dire, on t'a signé, c'est bien beau, mais voilà, on a investi sur vous deux en cumulé un petit peu plus de 100 millions d'euros pour vous demander de couvrir les ailiers. Non, quand même, il faut aussi profiter de leur qualité offensive absolument extraordinaire. Donc pour moi, il faut faire un jeu de compensation au milieu par un système à 3. Voilà. Et devant, évidemment, il y aura un choix fort, un joueur qui sera pas, on va dire, dans les plans, mais ça reste quand même une vidéo absolument utopique, puisqu'on sait tous que ce jeu du 11 type, on n'y a quasi jamais le droit, on va dire. Enfin, les entraîneurs, c'est plus nous qui en profitons que les entraîneurs, puisqu'avec les soucis d'infirmerie, on rappelle aussi quand même que cette saison a une dimension très importante à prendre en compte. On le voit aujourd'hui tout simplement avec le match contre Clermont demain. Di Maria, Messi, Neymar qui vont évidemment en trêve internationale. Alors déjà, il y a la dimension de la trêve internationale qui essouffle les joueurs, et en plus pour eux, les décalages horaires, les voyages en avion et tout ça. Donc cette saison, en plus Neymar qui joue 50% des matchs déjà en temps normal, ça va être compliqué. Donc au niveau de la répartition des temps de jeu, je me fais absolument aucun souci. C'est comme en défense avec Sergio Ramos, Kimpembe et Marquinhos. Bien sûr que voilà, lorsqu'ils sont tous là, il faut une tendance claire qui se dégage, mais encore une fois, encore faut-il qu'ils soient tous là. Et ce sera probablement le cas sur 1 ou 2 matchs cette saison. Et on espère que ce petit lapsus, ce petit temps, on va dire, de 1 ou 2 matchs, seront des matchs très importants. Voilà, donc on part sur un milieu à 3. Devant la défense, je récompense quand même Idrissa Gueye. Vous savez tous mon avis là-dessus. Tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous savez que je préfère très clairement Idrissa Gueye à Leandro Paredes. En plus, avec l'arrivée de Lionel Messi, il y en a beaucoup qui pourraient dire « Ouais, la connexion Paredes-Messi et tout ça », je le vois plus dans l'autre sens, on va dire. Je le vois plus dans la mesure où Paredes est un milieu statique, et que derrière, devant, quand tu as Lionel Messi qui ne se replie pas, qui n'engage pas vraiment de contre-pressing, Kylian Mbappé, idem, et Neymar, il faut quand même un milieu qui va couvrir, combler les manques, que ce soit dans son dos, parce qu'il va falloir aller contre-presser devant pour récupérer le ballon. On rappelle que le PSG est une équipe qui ne doit pas défendre. Voilà, c'est pas une équipe à la Diego Simeone. Le PSG, toutes les masterclass du PSG en Ligue des Champions, à part évidemment les contre-exemples de la saison dernière, mais il y a quand même pas mal de nuances à poser dessus. Toutes les masterclass du PSG sous l'ère QSI, c'est en allant chercher l'adversaire, en imprimant le jeu dans la surface et dans la seconde partie de terrain adverse. Donc il faut absolument miser là-dessus, des milieux qui se projettent et qui ne sont pas vraiment statiques. Donc Idrissa Gueye pour son volume de jeu, devant la défense, poste un peu hybride, puisque je le ferai quand même alterner avec Marco Verratti. J'ai quand même envie de voir Marco Verratti au poste de numéro 6, surtout avant de le voir au poste de numéro 6, j'aimerais quand même qu'on lui trouve un poste à lui. Voilà. Et surtout qu'on n'utilise pas Marco Verratti en fonction de l'attaque. Un Wijnaldum, par exemple, tu peux lui dire « Bon, écoute, tu vas te cantonner à ce rôle de comble, tu vas combler le déficit qu'ils mettent devant et tout ça. » Mais pour moi, Marco Verratti, ça ne doit pas être ça. Marco Verratti, il faut que le milieu soit construit autour de lui. Donc, en fonction des matchs, je mets soit Verratti en relayeur gauche, je vous expliquerai pourquoi après, soit en sentinelle tout simplement, parce que je pense qu'il peut avoir beaucoup de qualité à ce poste-là. Voilà, notamment au niveau des relances bien évidemment. Donc Idrissa Gueye, le volume de jeu, le volume de course, l'impact qu'il est capable de mettre dans ce milieu de terrain, et surtout à ne pas négliger, il ne faut pas le résumer à ses qualités athlétiques
et la densité qu'il apporte au milieu de terrain. Non, non, Idrissa Gueye, c'est quelqu'un qui est capable de faire progresser le ballon, casser les lignes, trouver des partenaires entre les lignes, voilà, lancer la profondeur aussi et marquer, puisque voilà, aux abords de la surface, il est capable de décocher des frappes qui sont très puissantes et qui peuvent finir au fond des filets. Voilà, donc relayeur gauche Marco Verratti. Et maintenant se pose la question du relayeur droit. Pourquoi? Parce que c'est sur ce côté-là qu'il va falloir le plus travailler. J'ai mis Verratti à gauche parce qu'à droite, tu as Hakimi. Tu vas probablement avoir Lionel Messi, je vous spoil un petit peu ma vidéo 11 idéal pour l'attaque, alors qu'à gauche, tu vas avoir Neymar dans un registre d'ailier, parce que pour moi, l'enjeu, le plus gros enjeu de la relation Neymar-Messi, ce sera de ne pas leur donner les mêmes registres, les mêmes rôles. Il ne faut pas leur dire tous les deux, bon bah vas-y, tu te mets dans l'axe, tu construis. Non, non, pour moi, il faut que Neymar retrouve son rôle d'ailier. Le plus gros enjeu ici, c'est qu'il retrouve une forme optimale, parce que c'est un rôle qui demande beaucoup de vivacité et beaucoup d'efforts. Et puis Lionel Messi, bah voilà, il joue dans l'axe, c'est le patron évidemment, le métronome du jeu dans ce compartiment, de ce compartiment-là, et puis pour lancer Kylian Mbappé. Bref, à droite, il faut donc un joueur qui puisse, combler tous les espaces que va laisser Lionel Messi ou Kylian Mbappé lors des pertes de balles, puisque j'envisage aussi des permutations entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, c'est important, c'est à prendre en compte aussi. Les deux peuvent permuter. Kylian Mbappé, on rappelle qu'à droite, il a eu quand même de sacrées formes, même si aujourd'hui, morphologiquement, il a un peu évolué. Et puis Lionel Messi, en tant que faux numéro 9, est très très bon. Bref, il y a pas mal d'options devant. On y reviendra dans la vidéo qui sera consacrée à ça. Et surtout Achraf Hakimi, qu'il va falloir combler. Et aussi quand même un petit idéal de pressing. Il faut quand même quelqu'un qui soit capable de presser et contre-presser. Et dans cette optique, pour ceux qui ont suivi les vidéos cet été, j'étais un peu sceptique à son arrivée, mais je pense que dans l'effectif aujourd'hui, on ne fait pas mieux que Wijnaldum. Il faut signaler tout simplement qu'il vient de Liverpool. Voilà, cette équipe évidemment qui s'est caractérisée par son intensité absolument folle, la philosophie mise en place par Jürgen Klopp, philosophie à laquelle Wijnaldum a complètement adhéré, à laquelle il s'est collé parfaitement. Donc je mets Wijnaldum en relayeur droit dans ce 4-3-3 avec Idrissa Gueye en pointe basse, Verratti en relayeur gauche et puis voilà, ce rôle très clair pour Marco Verratti. Et à droite, Wijnaldum pour évidemment combler les espaces laissés, contre-presser et puis aussi se replier parce qu'il va y avoir beaucoup de travail sur le côté d'Achraf Hakimi. Bien sûr, tout ça est pas du tout définitif et puis surtout je pense que voilà, comme je le disais, ce concept de 11 idéal, bah c'est plus utopique qu'autre chose, c'est plus pour rêver qu'autre chose, parce que dans les faits ce sera jamais ça, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est déjà à 14 minutes, je pense avoir développé pas mal de petites choses concernant Paredes. Vous connaissez mon avis, il a un profil très singulier qui a besoin quand même d'un climat très favorable à lui, et puis son côté statique, je l'aime pas forcément. Je préfère tout simplement un profil à la Idrissa Gueye. C'est une question de goût, c'est très subjectif. Beaucoup préféreront Paredes aussi parce qu'il a quand même pas mal de références au PSG, parce qu'aussi il s'inscrit parfaitement dans la lignée de cette philosophie parisienne et puis dans ce groupe bien sûr au sein duquel il est très très bien intégré, et puis avec ce côté sud-américain du PSG. Voilà. Je pense avoir voilà, tout dit, oui, Gueye, Verratti en relayeur gauche, et puis Wijnaldum à droite. On se retrouvera très bientôt, d'ici 2-3 jours, pour la vidéo concernant l'attaque. Et puis avant cela, on se retrouvera demain au Parc des Princes. Voilà, s'il y en a qui vont au Parc des Princes, j'y serai, Tribune Paris, je crois. Et on se retrouvera, nous, sur YouTube pour faire le débrief à la fin du match avec, comme décor, le Parc des Princes. Voilà, très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, évidemment. Allez Paris avant tout, ça fait plaisir de les retrouver après cette trêve internationale qui a été assez longue. Pas grand-chose à dire dans l'actualité. Non, il n'y a pas grand-chose. Un papier de l'équipe qui parlait de la concurrence entre Donnarumma et Keylor Navas. Keylor Navas qui aurait vu l'arrivée de Donnarumma comme un manque de respect. Donnarumma qui a été mis au courant dès son arrivée qu'il ne serait pas numéro 1 en arrivant. Lui, ça ne l'a pas gêné. Il a refusé de se faire prêter. Il est très très bien. Il apprécie sa vie parisienne. Il montre un bon état d'esprit à l'entraînement. Il est apprécié, je crois, au sein du staff technique. Bien sûr, on espère que... on ne demande pas à Navas et Donnarumma d'être les meilleurs amis du monde, mais que ça se passe plutôt bien et surtout que la gestion de Mauricio Pochettino soit claire. Comme je le disais dans ma première vidéo 11 parfait, pour moi, l'idéal en fait, le critère numéro 1 de cette gestion du poste de gardien, c'est évidemment la clarté. Voilà, pour moi, tu peux pas jouer sur la forme, leur dire oui, bah, dès qu'il y en a un qui fait une boulette, il saute pour l'autre.
Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il faut évidemment de la clarté, une répartition, pourquoi pas, pour y contribuer. Mais dans tous les cas, Donnarumma qui serait pourquoi pas titulaire demain contre Clermont. Et moi, ce serait pas plus mal pour moi. Hein. Excusez-moi, je pensais que ma caméra s'était arrêtée. Mais non, ça continue. Moi, je serais très content de voir l'immense Donnarumma en vrai au Parc des Princes. Voilà, tout comme Nuno Mendes qui devrait aussi débuter. Même si, bien sûr, on a la petite déception de ne pas voir Neymar, Messi, Di Maria, tous les Sud-Américains, à part Marquinhos qui était rentré de manière prématurée. Mais dans tous les cas, on supporte le club avant les joueurs. Allez, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle en début de vidéo le concours pour gagner un maillot floqué Messi à la taille du choix du gagnant. Allez, très bonne soirée à tous. Allez, Paris. Ciao. Bon, finalement, c'est pas fini. En re-regardant la vidéo, j'ai vu que j'avais oublié tout simplement Ander Herrera. Du coup, je prends 1 ou 2 minutes pour parler de lui parce que c'est intéressant en termes de profil. Et là, je parle de l'homme en fait, hein, la personnalité. Au niveau de la gestion, c'est un des plus faciles à gérer au milieu de terrain dans la mesure où tu peux lui donner un rôle dans la rotation, le mettre sur le banc. Il ne bronchera pas. Le problème étant évidemment son salaire de titulaire qui ne reflète pas son statut. L'imaginer titulaire aujourd'hui, je pense que c'est trop ambitieux. Son début de saison est bon, sa préparation aussi, il caractérise son jeu par ses ballons pieds en rupture dans les airs, sa connexion avec Kylian Mbappé par exemple, qui a été très fructueuse déjà lors de la fin de saison passée. Donc il y a quelques dimensions très intéressantes dans son jeu, notamment voilà, le fait qu'il soit capable de faire le sale boulot, on va dire, le travail de l'ombre, l'intensité, mettre le pied, tout ça. Je le relègue derrière Wijnaldum, on va dire, au poste de relayeur droit, et puis pourquoi pas en concurrence entre les deux pour ce poste-là, qui est le plus ouvert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas hein, à poser un like, et puis on se dit à très bientôt, à demain tout simplement, pour le débrief de PSG Clermont. Ciao.